quelles sont tes racines et tes fondations? Mes racines, elles sont. Ce qui est marrant, c'est que j'ai une vie, une famille qui vient un petit peu de partout. Euh, je suis né au Maroc, non pas que mes parents étaient pieds noirs du tout, puisque après la guerre, mon père qui était dans la France libre a été libéré. Il était comme il parlait allemand, français et anglais, il avait été enrôlé dans la US Navy pour décoder les messages, etc. Et il s'est retrouvé démobilisé au Maroc. Voilà, il a dit, putain, c'est chouette ici. Et donc, il s'est retrouvé. Moi, je suis arrivé, baby boom, hein, je suis arrivé là-dessus. Hein, ma maman, youpi, j'arrive. Et puis voilà, le petit bébé est arrivé aussi avec. Et, euh, et euh, donc, il y a cette racine, mais sans savoir que mon père, finalement, avait peut-être, je ne sais pas, connu mon vrai grand-père paternel. Et il paraît que c'était un bronzé. C'était un bronzé qui était spahi de la cavalerie marocaine. Et donc, peut-être que j'ai du sang marocain dans les veines, j'en sais rien du tout. À côté de ça, du côté de ma mère, c'est plus simple, tout en étant compliqué. C'est une famille qui remonte on a remonté très très loin de la noblesse, on est remonté à très très loin avec, le plus haut on est remonté, c'était Alsapé des Moulins, hein. Et c'était Roger de Moulins qui était huitième grand maître en 1150, qui était huitième grand maître de l'ordre des croisés de Jérusalem, ce qui était un sanguinaire, hein, c'était pas un gentil du tout. Mais bon, après, on est passé par François Ier, on est passé par un tas de trucs, et même on est passé par un cousin un petit peu pas très éloigné, qui s'appelait Camille Desmoulins, et par la Révolution française. Voilà. Donc c'est marrant parce que d'un côté, c'est peut-être le Maroc, d'un autre côté, c'est peut-être peut-être la noblesse. En tout cas, je suis un enfant du monde. Voilà. Et ça m'a donné cette valeur d'aimer le monde. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire de tes parents, justement? Mes parents, c'était. Alors, mon père était. Donc, quand il est rentré, quand il était au Maroc, c'était quelqu'un qui était autodidacte, hein. Il est parti. Il était dans les transmissions à l'époque, et puis il s'est intéressé à l'électronique, et puis il s'est intéressé à la chimie, et puis il s'est intéressé à la physique, et puis il s'est intéressé à la physique nucléaire, et puis il est devenu chercheur. Voilà. C'est un mec qui a fait et qui prenait des cours avec ses élèves pour apprendre une nouvelle matière, macrophysique, microphysique, apprendre une nouvelle matière et être toujours à la recherche de cette instruction qui était son moteur pour lui, c'était son moteur de vie. Je me souviens que jamais je l'ai vu dans la nuit si je me levais, jamais sa chambre a été éteinte, il était toujours devant un bouquin en train de faire des trucs. Et quand il avait donc fini de donner des cours en fac des sciences à Aix-en-Provence, par exemple, où il était, il reprenait les cours avec les autres élèves. Voilà. Donc c'était assez curieux. Et, c'est un homme génial parce que je me souviens, un jour, il y avait une jeune fille qui m'avait écrit un petit mot gentil, mais c'était en sténo. Et donc, ça faisait ça et ça. Et donc, je dis, mais c'est quoi que tu m'as écrit? C'est quoi? C'est quoi? Non, je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. Je vais voir mon père. Je dis, papa, tu sais ce que c'est ça? Et alors là, à chaque fois que je lui demandais un truc, c'était un cours complet. Donc, ça a duré un paquet de temps. Et en disant, tu vois, si ça s'écrivait comme ça serait de la déployée, de la prévôt de l'année. Mais si ça s'écrivait comme ça serait de la duployée, mais tu vois qu'on a contracté ça et ça et ça, et ça veut dire je te me. Non, je te me. Voilà, je t'aime. Voilà, donc, et j'ai fait, ah, même la sténo, il a pris 3 sténos pour savoir laquelle était la plus pratique pour prendre des cours, c'était hallucinant. Et à côté de ça, ma mère, c'était Sœur Teresa. Ma mère, c'était quelqu'un qui avait un cœur, hein. Voilà, c'est elle qui m'a appris. Qui m'a fait trembler d'émotion toutes les 5 minutes, quoi. Je veux dire, c'était quelqu'un de génial. Voilà. C'est une drôle de famille, hein. Et ma soeur a pris la relève aussi de ce côté-là. Et qu'est-ce que tu as appris d'eux? Ah, tout, par mon père, cette curiosité de m'intéresser à à toute l'évolution technique, à tout. Bon, après, je me suis fait engueuler parce que j'étais un saltimbanque. Je voulais être saltimbanque, je voulais pas faire comme lui. Et Dieu sait s'il m'a poussé à faire comme lui. Et donc, c'était pas évident. Et puis, je me suis retrouvé à faire ce que j'aimais. Voilà, c'est toujours été prépondérant chez moi.
malheureusement, il est parti très vite parce il a été irradié dans une expérience et puis bon, il a 54 ans, il n'était plus là. Donc il n'a pas vu que je pilotais, il n'a pas vu que alors que j'aurais été tellement fier de lui montrer tout ça. Et il n'a pas vu mes enfants non plus. Et puis, ma maman, j'ai tout appris de ma mère parce que c'était l'affection, la générosité même. Voilà. C'est une montagne de générosité, une montagne d'amour. Et, ça a été un grand moment de ma vie parce qu'elle m'a fait rencontrer aussi d'autres gens. Parce que du coup, je me suis intéressé à plein de gens. Et notamment à une personne qui a marqué ma vie complètement, qui s'appelait le Frère Pacifique. Et j'avais 8 ans. Et j'étais dans une école à Grenoble, à l'école de l'Aigle, catholique. Et j'arrive dans cette école, et à l'époque on n'avait pas cours le jeudi, c'est pas le mercredi comme aujourd'hui. Et donc on me dit, enfin ce frère Pacifique qui donnait les cours de musique, me dit, toi tu vas venir à la chorale le jeudi matin. Non, parce que je chante mal et tout, je chante comme une casserole, je l'avais dit. Et parce que j'avais envie d'aller jouer au billes avec mes copains. Et donc il m'a dit, écoute, c'est pas grave, si tu viens pas à la chorale, tu viendras faire tes devoirs. Ah non, 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 finalement je vais à la chorale. Je suis venu à la chorale. Et de ce jour-là, je suis arrivé un jour de répétition générale. Il y avait les altos, les sopranes, les ténors et les basses. Et on nous a donné un texte. Je me souviens, c'était Le vigneron monte sa vigne. Et ça faisait Le vigneron monte sa vigne, où es-tu, vigneron? Et les autres, Le vigneron monte sa vigne. Et ils avaient tous le même texte, mais c'est une autre chanson. C'est bizarre ça, ils chantent pas comme nous. Et d'un seul coup, il a réuni tout le monde, et là j'ai fait, oh, c'est un magicien. Je me souviens, j'avais un peu d'argent de côté pour m'acheter, ce qui était à la mode à l'époque, les lampes torches GI coudées comme ça. J'ai cassé ma tirelire parce qu'il avait un roseau, un bout de bambou pour nous diriger. Et j'ai cassé ma tirelire et je suis allé acheter avec l'aide de ma maman aussi, qui rajoute un petit peu d'argent, acheter une vraie baguette de chef d'orchestre dans un écrin comme ça. Et ce jour-là, il m'a fait marron, quoi. Là, j'étais, ce magicien, je l'ai suivi tout le temps. Et à 10 ans, j'étais soliste de la chorale. Et après, bon, il y a eu le rock'n'roll, on est passé à autre chose. mais toute ma vie, je l'ai suivi. Et de Grenoble, il était reparti sur Lausanne. Et je me souviens que ma mère, il venait souvent voir ma mère parce qu'ils avaient sympathisé. Et quand il venait à Aix-en-Provence voir ma mère, quand il est reparti sur Lausanne, moi, pour le voir, je descendais avec mon avion que j'avais à l'époque, et je reprenais, je refaisais un saut sur Lausanne, le déposer avant de repartir sur Paris. Voilà, c'était assez, c'est les gens qui ont marqué ma vie. Voilà. Quel enfant tu étais? Je devrais dire joke là. J'étais un enfant un peu chiant. Non, j'ai été très bien jusqu'à la naissance de ma sœur, jusqu'à 8 ans. J'étais très bien, 8-10 ans. Allez, j'étais très bien. Et après, bon, arrivé à l'adolescence, j'avais qu'une chose en tête, c'est à 12 ans. Il y a le rock'n'roll arrivé, les copains de quartier se fabriquaient des guitares avec un bout de bois en manche, ils achetaient des clés, ils achetaient un micro bidon, et on branchait ça sur la poste de radio de leur papa. Et c'était une prise pick-up à l'époque, et c'était n'importe quoi. Mais moi, je voulais chanter. Et évidemment, les notes s'en faisaient sentir. Et puis, j'ai évolué dans les orchestres. Je me suis retrouvé dans l'orchestre le plus important qu'il y avait dans la région à l'époque. Cet orchestre s'appelait Les Vampires. Pourquoi pas les Vampires? Parce que les vampires. C'est aussi ridicule que les chaussettes noires ou les chats sauvages. Et donc, je me suis retrouvé avec eux et on s'est retrouvé à faire un concours de chant, un concours qui avait lieu au Palais d'Hiver de Lyon. Le directeur, c'est Roger Lamour. Et à cette époque, son problème, c'était de se retrouver avec un public qui ne voulait que la vedette et pas les premières parties. Et donc lui, il fallait des premières parties parce que souvent les vedettes ne faisaient pas des one-man shows de 2h30 comme aujourd'hui. Hein. C'était 1 heure, des fois une demi-heure même.
Et donc il fallait combler là. Et comme tout le monde, en fait, la plupart du temps, les premières parties se faisaient virer, il avait eu l'idée de faire un concours de rock et d'où venaient les meilleurs orchestres de la région. Et, il fallait répéter, il fallait qu'on soit les meilleurs. Donc on répétait, on répétait, on répétait. Et moi, j'ai envoyé des petits courriers en disant il est toujours malade, il est toujours malade, il est toujours malade. Et je faisais sauter les cours, hein. Ça a été une révolution dans la maison. Ça n'a pas plu du tout. Mais alors, pas du tout, quoi. Et à l'époque, comme un couillon, à l'époque, quand il y avait les films, les avant-premières, souvent, il y avait aussi une animation scénique qui se faisait. Et donc, il y avait Blanche-Neige et les Sept Nains, ou je sais pas quoi, ou La Belle au Bois dormant, je sais plus, enfin, il y avait une histoire comme ça, avec le prince charmant. Et moi, j'étais le prince charmant dans le rôle du truc. Voilà, je fais le prince charmant, le Dauphiné libéré à l'époque, le journal de la région, photo du prince charmant avec la princesse. Le directeur de l'école qui ah, mais il n'est pas si malade que ça. Bon, ça a mis un bazar, ils m'ont dit un bazar. Et tout ça, c'était parce que on voulait gagner ce truc, ce concours qui nous a permis de faire les premières parties enfin, une première partie donc de Jacques Brel, mais aussi et surtout pour nous à l'époque, moi j'avais 15, 16 ans, 16 ans, c'était les Beatles. Je me suis retrouvé en première partie des Beatles, j'étais très très fier, oui, oui, je passe en première. Et après, oui, enfin c'était moi, oui. Voilà. Quels étaient tes rapports avec ta fratrie? Ma fratrie est très limitée. Il y a juste ma soeur. Donc ma sœur, c'est mon petit cadeau de vie. J'ai beaucoup d'affection pour elle et je crois que enfin, bien sûr, c'est réciproque. Et on s'est toujours suivi. C'est-à-dire que quand j'étais dans une région, enfin, à part quand il y avait ma maman, elle restait avec elle dans le sud de la France, moi j'étais à Paris. Mais après, dès que ma maman est partie, qu'elle s'est retrouvée toute seule, on habitait toujours, si j'habite dans une ville, elle est dans la ville avec moi, elle me suit. Ça, c'est merveilleux parce quand je vois les déchirures qui se font dans les successions, dans des familles, je me dis que j'ai beaucoup de chance parce qu'on n'a jamais abordé ce problème-là. On ne sait même pas, voilà, le notaire disait c'est comme ça, oui, parfait. Voilà, il n'y avait pas de problème. Et ça a toujours été génial. Et je suis toujours là pour l'aider comme elle est là pour m'aider aussi. Quels étaient tes rêves quand tu étais enfant? Chanter, chanter, je rêvais de chanter. Alors, ça a commencé, j'avais 3-4 ans, c'était au Maroc, et il y avait des défilés militaires à l'époque avec la fanfare et tout. Et moi, déjà, je prenais toujours des bâtons, je tapais sur sur les casseroles et tout, et je m'imaginais. Donc, la musique, déjà, m'entraînait énormément. Et puis, euh, et puis mon rêve, après, c'est cette rencontre avec le Frère Pacifique qui a fait que je me suis mis à rêver de chanter. Et je chantais même tellement dans mes rêves que je rêvais de piquer la place de Fred Mella, qui était dans les Compagnons de la chanson, qui était le soliste des Compagnons de la chanson. Et à l'époque, Fred, je l'ai rencontré par la suite. Je lui ai dit que je voulais piquer ta place. J'étais persuadé qu'un jour je te piquerais ta place. C'est moi qui chanterai avec les Compagnons de la chanson. Et c'est drôle, quoi. Mais ça a toujours été mon rêve. Et puis, parallèlement à ça, quand il y avait je rêvais de voyage tout le temps. Je rêvais de retourner dans le pays où j'étais né, au Maroc, ce qui était compliqué à l'époque. Et je regardais partir les locomotives à vapeur de l'époque. J'allais sur le terrain, il y avait un terrain à Saint-Martin-d'Air, il y avait un terrain d'aviation à l'époque qui a été recouvert par des immeubles. J'allais là-bas et comment dirais-je, les avions. Il y avait plein d'avions et à chaque fois je rêvais tous les films avec des avions, je regardais ça et je rêvais de piloter. Et donc, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, cette passion. Quand je me suis mis à chanter, j'avais des petits passe-droits, entre guillemets, pour rentrer dans le cockpit, pour aller voir les pilotes et les commandants de bord, qui sont devenus mes copains. Et il y a plein qui sont devenus mes copains, dont un jour qui me dit, écoute, tu es toujours en train de poser des questions, je vais t'apprendre à piloter, et au moins tu sauras de quoi on parle. Donc, il m'a emmené sur un terrain. Je suis tombé sur un ami à lui qui était le chef pilote de l'Agrécan à l'époque, qui donnait aussi des leçons des leçons de pilotage. Et je me suis retrouvé avec lui et je me suis mis à piloter avec beaucoup de passion, avec beaucoup de... Moi, dès qu'un truc me plaît, je suis très doué. Ça me plaît pas, c'est foutu.
Et donc là, j'étais très doué et donc il me faisait pleinement confiance et j'ai été très loin dans ce créneau-là. Jusqu'au jour où j'ai acheté 50% de part d'avion, d'un avion qui était un avion, c'est un V-35, un Beech Bonanza, qui était un avion, qui était un avion de luxe à l'époque en monomoteur, d'un gars qui avait une Alouette 2, un hélicoptère, et qui avait cet avion et qui volait jamais. Et qui voulait surtout pas le louer parce que et j'avais eu un problème avec un avion que j'avais ramené qui était dans un sale état. Et donc j'avais remonté cet avion avec le chef mécano du terrain où j'étais. Et il m'a fait une réputation en disant, lui c'est vraiment un costaud, c'est du sérieux, c'est du machin. Et donc il m'a, c'est arrivé aux oreilles de ce monsieur et qui a dit bah lui je veux bien lui louer. Puis quand il a vu que ça se passait bien, on a fait connaissance. Je dis moi je veux bien racheter une part de l'avion. Il m'a dit ok. Donc je me suis retrouvé avec mon avion à moi, enfin à moi, 50% à moi, mais c'était à moi quand même. Durant ta scolarité, quel élève tu étais? Touche à tout. Donc touche à tout, mauvais en tout. Voilà, j'allais dans tous les coins. J'ai eu un, le seul fois où j'ai été génial, c'était avec mon prof de philo. J'avais un prof de philo qui était exceptionnel. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps avec Robin Williams où il fait un rôle de prof de philo et ça me fait penser à ce film, je l'ai revu, hein. Ça me fait penser à ça. Ce prof de philo, il était tellement passionnant qu'il nous faisait sortir des créneaux, qu'il nous faisait sortir de tout. D'ailleurs, il est tellement passionnant c'était un gars qui était passionné par les fouilles archéologiques et moi, le dimanche, avec un ou deux copains, on allait avec lui donner un coup de main avec les pinceaux à trouver des trucs. Il était à Carpentras à l'époque. Ça, oui, comme ça. Je pense que ces profs-là, c'est des profs qui donnent envie de travailler. Avoir un prof d'histoire qui dit donne-moi enfin, le signe, la signature du machin, ça a lieu en quel siècle, en quelle année, on s'en fout un petit peu, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Je veux dire, d'abord, ça nous a 1515, on s'en fout complètement que Marignan a eu 732 Poitiers, les Arabes. Hein, c'est loin tout ça. Hein. Non, ce qui est intéressant, c'est de trouver à travers cette histoire, d'avoir des profs qui nous racontent cette histoire comme une BD, enfin comme une BD pour un môme, mais qui se mettent à nous passionner, à nous mettre au milieu de la bataille, au milieu d'un truc. Ah oui, quand même, il faisait ça. Et là, ça, oui, voilà, ça c'est des profs qu'il faut faire. Et là, on est bon élève. Mais j'en avais pas beaucoup à l'époque. Maintenant, ça se fait un petit peu plus, mais à l'époque, c'était plus les doigts. Et donc, bah, j'étais pas bon hein, du tout, sauf quand dans les matières où ils étaient bien. Voilà.